Bonjour Sylvain, bonjour Sylvain Ferreira de Veille Stratégique. Merci d'avoir répondu présent à notre appel et à notre demande d'expertise dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. On est toujours content de voir ce visage ami s'inscrire sur nos écrans. Sylvain, peut-être commencer une fois n'est pas coutume, parce que depuis plusieurs jours, depuis l'escalade en cours à l'est de l'Europe, on a tendance à oublier, surtout qu'il y a eu un cessez-le-feu dernièrement, et puis aussi ce qui a peut-être calmé les ardeurs de certains dirigeants israéliens, le mandat d'arrêt de la Cour de justice internationale à l'encontre de Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense. On en avait presque oublié le Proche-Orient en se disant tout va bien et on va attendre l'arrivée de Trump pour soit qu'il envenime les choses encore, si c'est possible, ou qu'au contraire, il les calme un peu. Mais en tout cas, on pensait qu'il y avait une pause. Et puis, on apprend que finalement, il se passe à bas bruit, même si ce n'est pas les premiers titres de la presse, un certain nombre de choses, en particulier dans un endroit où on pensait qu'on n'aurait plus à entendre ce genre d'informations, à Alep, en Syrie, avec des rebelles djihadistes qui seraient à nouveau à l'offensive. Sylvain Ferreira, peut-être commencer avec tu peux contextualiser comme tu le souhaites, évidemment, ta première intervention, mais plutôt sur le Proche-Orient. Alors, ce qui se passe effectivement depuis donc maintenant 48 heures à l'ouest d'Alep avait un peu échappé au radar des médias de grand chemin, comme on dit. Alors, Échappé, toi, ça n'avait pas échappé à Veille Stratégique. Non, enfin, disons que nous, on concentrait surtout nos inquiétudes sur ce que préparent depuis plusieurs mois les Turcs contre les Kurdes syriens au nord de la Syrie. C'était là qu'on avait le plus d'indicateurs nous permettant de nous douter qu'il allait y avoir une opération de l'armée turque directement sur le territoire syrien, hein, en violation de toute, bien sûr, de toute règle internationale. Mais on ne s'attendait pas en fait à revoir les proxys préférés de certains démocrates américains et puis bien évidemment des Turcs eux-mêmes, hein, parce que les Turcs sont bien évidemment incriminés dans cette histoire, c'est-à-dire les anciens amis de Monsieur Fabius, hein, le Front Al-Nosra, qui a changé de nom. Hein, je vous invite à aller sur Veille Stratégique ou sur le Diplomate Média, où j'ai fait une première analyse hier de ce qui s'était passé. Et en fait, alors qu'on s'attendait à une opération uniquement de l'armée turque, on a vu, donc il y a 48 heures à peu près, hein, ces gentils, attention, ces gentils rebelles modérés, hein, il ne faut pas se tromper, hein, ce n'est pas des djihadistes, ce n'est pas des terroristes, c'est des gentils rebelles modérés. Donc ils ont lancé une offensive sur les modèles habituels de ce qu'on avait vu dans la région autrefois, hein, c'est-à-dire très rapide, des pick-up et beaucoup d'infiltration dans la profondeur. Hier midi, ils menaçaient sérieusement Alep et notamment la route M5 qui relie Alep au sud du pays. Finalement, l'aviation russe, l'aviation syrienne et puis l'arrivée des renforts ont fini par les ralentir suffisamment. Et ce matin, on peut dire que le front est stabilisé. Alors, ils sont au faubourg d'Alep, hein, mais ils ont déjà perdu, semble-t-il, au moins 400 hommes tués. On a retrouvé sur pas mal de cadavres, que ça a été publié dans des vidéos sur les réseaux Telegram, on a retrouvé des billets de banque turcs, hein, comme quoi probablement ils avaient fait un petit séjour par la Turquie avant de se lancer dans cette opération. Et on attend, parce que ça c'est aussi un point important, on attend d'une heure à l'autre ou d'un jour à l'autre à ce que les Turcs, eux, lancent leur offensive au nord contre les milices kurdes qui étaient autrefois les grands alliés des États-Unis, mais qui, comme d'habitude, ont été trompés. Hein, on sait bien que malheureusement, dans la région, les Kurdes sont un peu les dindons de la farce à chaque fois. C'est bien sûr les anciens amis que M. BHL nous présentait comme les combattants de la liberté, etc. Sauf qu'on les a, comme d'habitude, lâchés et que demain, la Turquie... Alors, pourquoi on s'attendait à une opération terrestre? Parce que je rappelle, la Turquie bombardait
régulièrement les zones aux mains des Kurdes syriens. Elle a même monté des opérations conjointes avec l'Iran et l'Irak sur la partie, puisque le Kurdistan s'étend sur ces 3 pays. Elle a même mené des opérations conjointes avec l'Irak et l'Iran contre les Kurdes qui sont à cheval sur les 3 frontières. Donc on savait bien qu'à un moment ou à un autre, puisque les Irakiens les laissent faire parce que ça les arrange et les Iraniens également, on allait avoir ce genre de choses. Mais on ne pensait pas qu'on allait voir les amis de M. Fabius ressurgir aussi fort, aussi vite. Et comme par hasard, cette offensive est déclenchée exactement dans la foulée du cessez-le-feu au Liban. On sait très bien que pendant toute la partie qui s'est jouée entre Israël et le Liban, et en particulier le Hezbollah, on a vu Israël bombarder régulièrement des positions en Syrie pour tuer, puisque ce qui était visé, c'était, alors bien sûr, la logistique, mais aussi pour décapiter tous les officiers du corps des gardiens de la révolution iranien qui étaient déployés en Syrie. Je dis bien qui étaient déployés parce qu'à force de subir des pertes parmi des officiers généraux ou des officiers supérieurs, les Iraniens ont fini par les replier cet été ou au début de l'été. Donc voilà, donc il y avait cette problématique-là. Donc là, on s'assure en menant cette opération que toute logistique vers le Hezbollah pour le reconstituer en termes de munitions, en termes de moyens pour faire une éventuelle nouvelle phase de la guerre qui l'oppose à Israël n'est pas possible. Techniquement, là, la priorité de l'armée syrienne et des forces russes qui sont déployées dans le secteur, c'est d'arrêter, bien sûr, les gens d'Al-Nosra, en sachant que, et ça c'est très important, ça devrait être l'objet d'informations à la même échelle que quand c'est un soldat américain qui est tué. Au cours des premières heures de l'offensive, il y a donc 48 heures, un soldat russe a été tué. On a vu les images, etc. Et les soldats russes, notamment les aviateurs, sont à l'œuvre depuis les bases de Latakia et Tartous pour bombarder les avancées et les pointes des djihadistes vers Alep. Donc voilà, donc là on est vraiment à nouveau dans le grand jeu, c'est-à-dire qu'à l'heure où on se dit tout se calme au Liban, il faut bien sûr que ce calme ne permette pas au Hezbollah de se reconstituer d'une manière ou d'une autre. Donc quoi d'autre de mieux que de relancer les chiens de guerre djihadistes sur la Syrie qui sert de base arrière, nous le savons tous, au Hezbollah depuis des années, et notamment parce que le Hezbollah a participé à la guerre civile syrienne aux côtés, donc bien sûr, du gouvernement syrien de Bachar el-Assad et de l'armée russe, alors que les djihadistes d'Al-Nosra ou de Daesh, on sait qu'ils ont été soignés dans certains hôpitaux israéliens. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais bien sûr, et bien évidemment. Mais, voilà. ça va même au-delà, à mon avis, de vouloir affaiblir le Hezbollah. On affaiblit le Hezbollah pour reconstituer cette hydre dont on sait bien qu'ils en ont besoin depuis appelez-le Al-Qaïda, appelez-le État islamique, Al-Nosra et maintenant les nouveaux gentils rebelles djihadistes modérés dont on va, par quelque acte monstrueux, célébrer l'apparition. Ils en ont besoin. Donc il fallait le reconstituer, je pense. Il fallait les relancer. Maintenant, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a pu avoir comme discussion autour de l'Ukraine, il faut être très clair. Tout ça s'inscrit encore une fois. Alors bien sûr, sur le terrain, on peut penser aux Syriens, aux gens d'Alep, tu le rappelais tout à l'heure en introduction, après le martyre qu'ils ont vécu et compagnie. Mais n'oublions jamais que tout ça, ça s'inscrit encore une fois dans ce qui se passe au niveau de la politique interne des États-Unis et de la transmission du pouvoir entre l'équipe Biden et Trump. C'est-à-dire qu'on est à nouveau, comme en Ukraine avec l'histoire des Atacams ou avec l'histoire des Storm Shadows, on est encore dans une nouvelle itération du savonnage de la planche pour foutre le dawa dans la région avant que Trump prenne le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le seul président américain qui a fait quelque chose contre Daesh tout en continuant de pomper du pétrole illégalement en Syrie, c'est Donald Trump. Parce que al-Baghdadi, c'est sur ordre de Donald Trump qu'il a été éliminé. Donc
voilà, là, on voit encore que, bien sûr, tout ça déstabilise la région, tout ça sert des intérêts régionaux. On remarque aussi que tout ça s'inscrit dans un rapport très complexe que les gens n'arrivent pas à forcément avoir avec le sultan. Parce que là, le sultan, donc il finance ces gars-là, lui-même va lancer son opération, il ne peut pas le faire sans que les États-Unis soient d'accord, il ne faut pas l'oublier. Surtout qu'il y avait un bisbille entre eux par rapport au fait qu'il avait acheté des S-400 aux Russes et qu'il veut retourner quand même dans le programme F-35. Alors là, les Américains semblent avoir mis un peu d'eau dans leur vin en lui laissant le droit de mener une opération de cette envergure et en utilisant ses proxys, parce qu'il va être quand même réintégré dans le programme F-35, parce que bon, ça fait quand même des billets qui rentrent au niveau du Trésor américain, donc pourquoi ne pas se priver si en plus ça permet de le repositionner dans une phase de conflictualité avec Poutine. On sait que les Turcs et Erdogan en particulier avaient réussi quand même à vivre dans une certaine harmonie, une certaine symbiose avec Moscou depuis notamment la façon dont ils avaient mis en place les négociations entre Zelensky, enfin les Ukrainiens et les Russes en février-mars 2022. Là aussi, ça remet encore une pièce dans la machine. Donc, on voit que tout ça, il faut zoomer sur ce qui se passe, bien sûr, à Alep. Et puis, il faut aussi bien dézoomer pour comprendre dans quel contexte ça se joue et ne jamais oublier le contexte interne aux États-Unis, parce que pour moi, c'est ça qui reste le plus important. Oui, c'est le contexte, voilà, qui produit une sorte d'embrasement du monde, de recherche de rallumer, enfin d'aggraver certains foyers de guerre, comme nord-est, ou à en rallumer au Proche-Orient. C'est absolument incroyable. Oui, et ce d'autant qu'il y a un autre front intérieur dans un grand pays musulman qui s'est rouvert il y a 3 jours, dont personne ne parle. C'est-à-dire qu'on a des émeutes monumentales au Pakistan, à Islamabad, on fait plusieurs morts qui sont réprimés par les forces constabulaires et l'armée pakistanaise. Mais allez voir les images sur Telegram, ça se passerait dans n'importe quel pays où nos intérêts seraient en avant. On nous passerait ces images-là en nous disant regardez les salopards, comment ils traitent leur population. Moi, j'ai vu les images depuis 2 jours, c'est à vomir. Et pourquoi ? Parce que ce sont les partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan qui a été déposé sur ordre des États-Unis en 2022, qui a été jugé, qui est condamné, qui est en prison, alors que son seul tort, c'est d'avoir voulu s'inscrire dans l'idée de la multipolarité du monde portée par la Chine et par la Russie. Donc là encore, on voit, et alors c'est pas la première fois qu'il y a des émeutes, qu'on est au bord de la guerre civile là-bas. Surveille stratégique, on en a déjà parlé tout au long de l'année 2022. Puissance nucléaire, c'est une puissance nucléaire. Oui, puissance nucléaire. Donc seul pays musulman qui est une puissance nucléaire. Donc voilà, on a une agitation qui est au bord du chaos et de la guerre civile là-bas, parce qu'on veut faire taire l'opposition à ceux qui ont muselé tout le pouvoir depuis qu'Imran Khan a été jeté en prison pour le compte des intérêts américains. Et là, on a une répression sanglante. On a vu notamment une scène où quelqu'un est en train de faire sa prière sur un container, les forces constabulaires le jettent par terre de plusieurs mètres de haut. On a vu des gens se faire tabasser. Enfin, c'est terrible. Mais rien sur nos journaux, rien sur nos canaux d'information des médias de grand chemin, alors que ça dit encore, puisque tout à l'heure tu parlais de la Roumanie, hier il y a encore eu des émeutes, alors là cette fois-ci c'est les émeutes téléguidées par Bruxelles et l'OTAN en Géorgie pour contester le résultat des élections législatives. Et là, au Pakistan, c'est le peuple pakistanais qui dit non, on veut rétablir notre gouvernement légitime qui sert les intérêts du Pakistan et pas ceux des États-Unis. Eh bien, lui, on lui casse la figure dans les grandes largeurs. Donc, voilà l'état d'ébullition dans lequel les gens de l'administration Biden, parce qu'on ne va pas parler de Biden lui-même, on ne va pas se dire que c'est lui qui est derrière tout ça, mais tous les gens comme Blinken, comme Obama, comme toutes les équipes d'Hillary Clinton sont à la manœuvre dans toutes ces opérations-là. Il ne faut pas en douter.
Alors, ils sont à la manœuvre à la fois pour savonner la planche de Trump et puis aussi parce que ça bouillonne depuis l'élection de Trump. C'est peut-être aussi un signal de réveil des peuples. Alors, ça excède peut-être un peu, c'est vrai, ton domaine strict de compétences de géostratégie, d'historien militaire, mais sur le plan de l'analyse politique globale, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'il y a aussi une ébullition liée au fait, on l'a vu en Roumanie, on peut dire finalement la même chose au Pakistan. Il y a eu les BRICS. Il y a quelque chose, une multipolarité. L'ordre mondial issu de la chute de l'Union soviétique et ordre de l'empire du bien, des néoconservateurs, est quand même contesté un peu partout dans le monde aujourd'hui. Ah oui, oui, ah bah là, effectivement, les peuples se disent, c'est l'heure C'est l'heure. de reprendre en main, alors sur différents coins du globe. Là, ce qui se passe en Roumanie, enfin, ça va devenir un cas d'école. Ça va devenir un cas d'école. Hein. Le type anti-vax, là, je voyais sa dernière apparition de télé, on lui demande ce qu'il pense de l'Ukraine. Il dit, mais moi, je me présente à la présidence de la Roumanie. J'en ai rien à faire de ce qui se passe en Ukraine. Sinon, virgule, ce qu'on a fait à la minorité roumaine qui vit en Ukraine et qu'elle a été brimée parce que quand on a expliqué en 2014 que les séparatistes du Donbass se levaient comme un seul homme par rapport notamment à la problématique de la langue russe dans les documents officiels, comme langue officielle, etc. et son enseignement. On a oublié d'expliquer ici en Europe que cette loi ne concernait pas que le russe, elle concernait aussi le roumain, le magyar, puisque le camarade Staline avait amputé quelques morceaux de la Hongrie et de la Roumanie pour les rattacher à l'Ukraine sous ses frontières de 1945. Et donc, on a des minorités magyares et des minorités roumaines qui sont opprimées par le gouvernement ukrainien depuis 2014. Et donc, les gens qui pensent qu'en Roumanie, tout le monde est là, prêt à soutenir l'effort de Zelensky, quoi qu'il en coûte, non. Non, parce que eux, ils savent que leurs cousins de l'autre côté de la frontière, comme les Magyars, ont été les premiers à être attrapés par les recruteurs pour être envoyés au front. Faut pas l'oublier. Hein. Donc, toutes ces choses-là, je rappelle que Vladimir Poutine s'était fait l'écho de ces problématiques-là avec Tucker Carlson dans son interview. Hein. Il avait notamment évoqué la problématique de ce qui se passait avec la minorité hongroise et que ces gens-là voulaient retourner dans la souveraineté hongroise. Et je pense que si on avait interviewé des Roumains d'Ukraine, ils diraient la même chose, laissez-nous retourner dans la mère patrie. Et Poutine disait magnanime, je suis prêt à défaire ce qu'a fait le camarade Staline. On appréciera ce petit clin d'œil ironique d'un ancien officier du KGB à la mémoire de Joseph Dougashvili. Ça fait toujours rigoler. Mais bon, voilà. Donc, le cas roumain, et demain, je pense qu'il y aura d'autres peuples qui, en Europe, se réveilleront aussi face à ce genre de choses. Ce qui serait bien, c'est que ça finisse à nouveau par nous toucher, nous, Français, pour que ça secoue encore un peu plus le cocotier et que ça fasse trembler l'Union européenne vraiment fermement. Il paraît même que le candidat arrivé en tête en Roumanie incrimine un certain nombre de réseaux pédocriminels. Qui s'en étonnerait? Qui s'en étonnerait? Enfin, la Roumanie, on sait qu'avec, enfin, comme tous les pays d'Europe de l'Est, avec la disparition du bloc soviétique, c'est des pays, voilà, et ça incluait bien sûr tous les pays de l'ex-URSS, ont été des plateformes pour toutes ces saloperies-là. Hein. Aujourd'hui, tous les rapports de toutes les ONG au sujet de l'enfance en Ukraine notamment, et les trafics d'enfants en Ukraine, la prostitution, etc., enfin, c'est des rapports qui sont à vomir. Ça dégueule de partout. Donc, bien sûr que ce soit en Roumanie ou en Moldavie ou ce genre de choses, ça doit être une véritable catastrophe. On a retrouvé des esclaves sexuels ou des enfants qui avaient été vendus jusqu'en Allemagne, en République tchèque. Hein. Donc, il n'y a aucune raison que tout ça, ce soit des accusations complètement gratuites de la part d'un homme politique de premier plan. Voilà, donc après que le système ait envie de le faire taire à tout prix,
et j'insiste sur le à tout prix, parce que moi je pense qu'on n'est pas dans un monde de bisounours où l'élimination physique ne fait pas partie du problème. Les gens qui ont oublié, et j'en fais pas partie, le destin d'Olaf Palme et d'Aldo Moro, ils n'ont rien compris à ce qui peut se passer en Europe de l'Ouest. On n'est pas à l'abri de voir nos dirigeants, un tant soit peu en rébellion contre l'Empire américain, se prendre une bastos. C'est pas impossible. C'est le dernier recours. Ils essaient évidemment d'abord de vous tuer socialement, de vous invisibiliser, mais si rien ne marche, il n'y a rien que la bonne vieille méthode du tireur isolé. Voilà. Et n'oublions pas le nombre de fois où ils ont tenté de faire le coup avec le général de Gaulle en utilisant les idiots utiles qui étaient l'OAS à l'époque. Voilà. Bien sûr, c'est terriblement vrai. Et oui, malheureusement, bon, le général de Gaulle avait la baraka, mais vu le nombre de fois où ils ont tenté de le faire, n'oublions pas cette histoire terrible après le petit Clamart, où John Fitzgerald Kennedy lui-même appelle notre ambassadeur à Washington pour lui dire c'est pas nous. Mais en gros, c'est pas les gens que je contrôle, en fait. C'est peut-être quelqu'un d'autre. C'était sous-entendu. Mais enfin, vous imaginez la scène. On vient donc de tenter d'éliminer le général de Gaulle en tirant beaucoup de cartouches. Et normalement, ça ne devait pas louper. C'était pratiquement impossible. C'est un coup de frein qui fait que c'est des voitures avec des caisses qui hop. Et mais sinon, le gars qui tirait, en plus, connaissait parfaitement, il savait parfaitement tirer. Et il ne devait pas le louper. Voilà, et donc dans la foulée de cet attentat, on a le président des États-Unis qui appelle notre ambassadeur en disant je vous promets, c'est pas nous, enfin c'est surtout pas les gens que je contrôle. Qui ne contrôles-tu pas, John Fitzgerald? On le saura quelques années plus tard. Malheureusement pour lui, oui. C'est exactement ça. Ceux qui lui logeront finalement une balle dans la boîte crânienne. C'est ça. Sylvain, tout à fait. On en est où? Le temps tourne, mais ça va, on a encore un peu de temps. Où en sommes-nous de cette escalade? Il n'y a plus de ligne rouge. Là, on attend qu'une chose. Personne n'a noté cette petite information qui est passée sur certains réseaux russes sur Telegram pour nous informer que donc le site de lancement du missile Orychnik la semaine dernière, son survol par des avions de quelque nature que ce soit est interdit depuis, donc nous sommes le 29, depuis le 27 novembre jusqu'à demain soir 20h. Alors je ne sais pas si c'est 20h heure de Moscou ou 20h heure de Paris, il y a 2 heures de décalage horaire, mais en tout cas, aucun avion ne doit survoler ce site de lancement pour le moment. Donc, est-ce à dire qu'il va y avoir un nouveau tir ou 2 nouveaux tirs au pluriel? Si on en croit ce qu'a dit Vladimir Poutine donc au Kazakhstan hier, il faut s'y attendre. Vraisemblablement, ces tirs vont avoir lieu sur des centres de commandement en Ukraine et à Kiev en particulier. On peut penser à la direction des renseignements militaires du GUR. On peut penser à l'état-major général ukrainien. Enfin, la liste n'est pas exhaustive, mais elle peut être très longue de cibles potentielles. Après, comme l'a signalé Poutine il y a 10 jours, les populations civiles seront prévenues pour éviter qu'il y ait des gens qui soient tués pour rien, pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Voilà, vous avez retenté le coup donc en début de semaine sur un aérodrome et puis sur une batterie de S-400. Voilà, ça a blessé 2 soldats russes pour le moment au décompte officiel du ministère de la Défense russe, auquel maintenant je crois dur comme fer, puisque comme tu le rappelais tout à l'heure, nos médias la semaine dernière nous ont dit qu'on pouvait les croire immédiatement. Donc maintenant, moi, tout ce que raconte le ministère de la Défense russe, pour moi, c'est la stricte vérité. C'est avec le tampon imprimatur d'LCI, LCU, là, tout va bien. C'est normal. Donc je les crois. Donc il n'y a que 2 blessés. Voilà, ça démontre, alors une fois encore, la situation sur le terrain pour l'armée ukrainienne, je ne sais même pas. La saloperie qui est en train de se jouer, c'est du côté, donc encore une fois, les mêmes que ceux qu'on réveillé Al-Nosra avec le sultan. Ils disent aux Ukrainiens, bon écoutez les gars, faudrait abaisser l'âge de la conscription de 25 à 18 ans, là, parce que vous n'avez plus de bonhommes. Alors nous, on veut bien encore vous livrer des armes, mais faut faire tuer jusqu'au dernier Ukrainien.
là, je voyais ce matin un soldat ukrainien qui est dans le secteur de Pokrovsk, là où se situe l'effort principal russe depuis la bataille d'Avdiivka en début d'année. Il dit on n'a plus rien. On n'a quasiment plus que des drones, on n'a quasiment aucune infanterie, et donc les Russes se faufilent dans tous les points qui sont un petit peu, je dirais, perméables. Dès qu'ils trouvent une petite faille, ils s'engouffrent dedans, ils encerclent les villages, ils encerclent nos positions défensives. On ne peut plus les arrêter. Et alors les gens me disent, oui, mais les Russes, pourquoi ils n'avancent pas plus vite? Parce que, comme on a fini par l'analyser, notamment grâce à la lumière portée par Emmanuel Todd au niveau des problèmes de démographie russe, que tout le monde avait un peu mis de côté, y compris nous, à veille stratégique, Vladimir Poutine a dit on fera cette guerre au moindre coût humain, donc ça veut dire qu'on prendra tout le temps nécessaire, on ne précipitera rien pour risquer la vie de nos hommes inutilement. On a toutes les armes dont on a besoin, on a toute la puissance de feu dont on a besoin, donc on l'utilisera avec la plus grande efficacité avant de risquer la vie d'un seul de nos soldats. Donc on continue le concassage de l'armée ukrainienne, que ce soit sur le plan des matériels et bien sûr malheureusement sur celui des hommes. On est, je le rappelle, hein, certaines estimations les plus pessimistes parlent de 500 à 600 000 morts, plus déjà 300 000 amputés. Donc, pour l'Ukraine, c'est fini. Donc là, les gens à Washington, vous voulez encore de l'argent? Vous voulez encore des armes? Abaissez le niveau de la conscription. Mais ces gens, enfin voilà, la vie humaine, hein, on parlait donc là des trafics sexuels, des ceci, des cela, ces gens-là ne respectent rien. Hein, ceux qui sont croyants pourront certainement dire c'est le diable, hein, c'est des menteurs, etc. Ils sont orgueilleux, bref, tous les avatars de Satan. Mais on en est presque là. Enfin, je veux dire, c'est difficile de dire ah ben non, je te crois pas. Ben, oui, quand même, il y a bien y regarder, même si on n'est pas croyant, ça y ressemble beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc la situation sur le terrain, ben, les Russes continuent de progresser. Alors parlons-en un petit peu de la situation. Ouais. Je crois qu'ils ont traversé aussi une rivière importante dernièrement. Ben, alors, ce qui est marrant, c'est que il y a 15 jours, oui, c'est ça, c'était lundi dernier, enfin lundi de la semaine dernière, on avait constaté qu'ils avaient réussi sur une reconnaissance en force à atteindre le centre de Kupiansk qui a coupé la route qui permet de franchir, enfin une fois que l'Oskol est franchi, de ravitailler un groupement ukrainien qu'on évalue à 8 à 15 000 hommes en fonction des sources. Les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque, ils ont rouvert cette route, mais simultanément, les Russes, à quelques 10 km, 10-15 km au nord, ont lancé une opération de franchissement de cette même rivière. On ne sait pas pour le moment si ça va déboucher sur ensuite une offensive vers l'ouest ou vers le sud pour prendre Kupiansk à revers. Mais en tout cas, même après avoir dégagé la route, l'effectif ukrainien qui est sur la rive orientale de l'Oskol, son ravitaillement est compromis parce que la route est toujours sous les feux directs des chars, des missiles anti-chars, et puis je ne parle pas bien sûr de l'artillerie et de l'aviation russe qui fait ce qu'elle veut. Donc, et les types ne peuvent pas traverser la rivière autrement qu'à pied, parce que là, on est dans la saison de la Rasputitsa. Cette rivière est bordée par des zones un peu marécageuses, boisées, etc. Donc là, on y passe des hommes à pied au mieux, et c'est tout. Tout le matériel lourd qui est sur la rive orientale restera sur la rive orientale. Parce que les Ukrainiens, s'ils ont pu repousser les Russes dans Kupiansk, c'est parce que les Russes s'est rendu compte qu'ils étaient arrivés avec des effectifs très légers. Ils ont tenté un coup de sonde, il a fonctionné. Quand les Ukrainiens ont lancé leur contre-attaque locale, ils n'ont pas essayé de résister, ils se sont repliés en bon ordre. Mais la route, elle est toujours sous leur feu. Donc, on ne peut pas passer du monde comme ça par colonne de vingtaine ou de trentaine de véhicules pour évacuer cette tête de pont. Et surtout, dans la stratégie du Festung ou du Festplatz d'Adolf Hitler de 44-45, le commandement ukrainien refuse d'évacuer ces zones qui ne servent à rien militairement. Rien du tout. On tient un secteur où il y a des champs, 3 villages et point barre. À quoi ça sert? Alors que si on se replie derrière l'Oskol, alors là, les problèmes que je viens d'évoquer pour qu'on évacue les types,
ils se proposent aux Russes pour la franchir. C'est pour ça que je dis que la tête de pont que les Russes ont créée au nord de Kupiansk, je ne sais pas pour le moment sur quoi elle va déboucher, parce que ils sont dans les mêmes conditions, hein, la rivière elle-même et puis ses abords, où c'est compliqué de faire franchir du matériel lourd. Donc voilà, à surveiller. Et puis dans tout le secteur de Pokrovsk, Kourakove et puis maintenant Novosilka, eh bien là, les Russes continuent d'avancer, continuent d'encercler des petits groupements ukrainiens qui finissent par être obligés soit de lâcher le terrain, soit de se rendre parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. Et puis surtout, on leur conseille de se rendre, à mon avis. Hein. Ah bah oui. Alors il y a des officiers sur le terrain qui font des fois le boulot dans ce sens-là pour sauver leurs hommes, comme on l'avait vu à Ougledar. Dans d'autres secteurs, il ne faut pas oublier qu'il y a des bataillons d'arrêt, hein, dans la vieille tradition de l'armée rouge de 41-42, même des fois en 43, et puis surtout de ce qu'on pouvait voir aussi du côté allemand en 45. Donc si vous reculez, vous pouvez prendre une balle. Hein, et ça dure depuis le début du conflit. On a tout un tas de mercenaires de la Légion internationale donc, qui combat en Ukraine, qui dès 2022, des Anglais, des Américains, ont dit qu'il y avait... Alors, des fois, ce n'était pas des bataillons et compagnie, mais c'était juste une section où, si vous reculiez sans ordre, vous preniez une balle dans la tête. Hein, c'était réglé comme ça. Donc, parce qu'on sait que la situation est désespérée et qu'on ne veut pas que le front s'effondre de cette manière-là. Voilà. Donc, dans le secteur de Koursk, à Soudja, le saillant de Soudja ne cesse comme une peau de chagrin de se rétrécir. Et là encore, on ne voit pas l'utilité. À quoi ça sert? Sinon, donc, de peser dans le jeu américain, hein, des négociations de passation de pouvoir pour dire, non, si on doit négocier avec Poutine, on tient encore un petit bout de Russie. Mais à quel prix? Ça sert à rien, ça sert à rien. Et surtout, alors, il y a les hommes et puis il y a le matériel occidental qui est détruit dans ce secteur. Mais je ne sais pas quand on fera le bilan. Le secteur, hein, pour le moment, les comptes à lundi dernier, c'était 13 000 morts et 16 000 blessés ukrainiens dans le saillant de Soudja depuis le 6 août. Minimum. Et des centaines de véhicules blindés, des dizaines de chars, et que des chars occidentaux, Léopard, Challenger, M1 Abrams. Les Russes, toujours beaux joueurs, ont même récupéré un Léopard intact et ils l'ont remis en état parce qu'il y avait quelques problèmes, semble-t-il, au niveau de son moteur. Ils l'ont remis en état et ils se sont filmés en train de rouler avec et de le ramener sur le front pour l'utiliser contre leurs anciens propriétaires. Voilà, donc c'est pitoyable parce que en plus, donc sur l'arrière-front, les Russes avant-hier ont relancé entre la nuit d'avant-hier, dans la nuit d'avant-hier et hier, ils ont relancé une vague de bombardements sur les points de l'infrastructure, donc à la fois industrielle et bien sûr énergétique. Donc le pays va être par terre. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, ce grand pays indépendant et démocratique, a hérité d'un système énergétique de l'ère soviétique et qu'il n'a jamais réinvesti derrière pour construire de nouvelles infrastructures. Donc, tout ce qui est cassé, c'est fini. Hein. Tout ce qui a été cassé depuis les grands bombardements qui ont commencé le 11 octobre 2022, c'est fini. On peut faire du rafistolage à la marge, mais on ne pourra jamais les remettre complètement debout. Et donc là, les Russes, ils font tomber les uns après les autres tout ça. Il y a des gens qui viennent nous dire toujours pareil, toujours les mêmes, après nous avoir parlé des rebelles modérés d'Al-Nosra, ils nous disent « Ah, les Russes, ces salauds-là, ils vont couper le chauffage aux Ukrainiens en plein hiver, alors que nous, l'OTAN, on a juste coupé l'eau courante à toute la population de Belgrade en Serbie en 99 au nom de la morale et du droit. Mais c'est pas grave, parce que nous, on est le bien. » Voilà. C'est infernal, c'est infernal. Oui, les Russes font ça parce qu'ils savent très bien que c'est un des moyens de retourner la population contre le gouvernement Zelensky et dans la situation invivable. Et à la marge. Et paraît-il aussi de couper les chemins de fer parce que ce sont des réseaux électriques, c'est ça en Ukraine? Ah oui, le réseau électrique représente l'essentiel du réseau ferré ukrainien. Ils ont quelques motrices diesel. Et donc, dès que vous tapez le système de l'infrastructure énergétique, eh bien, les trains ne roulent plus.
Donc, pour emmener les munitions, rapatrier des gens du front, ramener les matériels de l'OTAN, c'est pas possible. Et en plus, donc là, on a vu cette attaque aérienne importante, hein, une centaine de drones, 90 missiles, etc. Les Ukrainiens, pour la première fois, je me demande combien de temps il leur a fallu pour avaler la pilule avant de publier leur bulletin, ils reconnaissent que ça a provoqué de graves dommages. Pour la première fois, ils reconnaissent que bon, bah, la DCA dont ils disposent, elle s'épuise et qu'ils sont plus capables de faire face. Hein, et comme d'habitude, les Russes ont inventé une méthode, je pense qu'elle va faire florès dans d'autres conflits malheureusement. Hein, c'est en milieu de nuit, une petite vague de Shahid pour que toutes les défenses antiaériennes s'allument, qu'elles tirent. Une fois qu'elles se sont allumées, on va viser les radars de guidage avec quelques missiles pour les éteindre. Et puis ensuite, on envoie la vague de missiles principale sur les cibles qu'on veut détruire. Et ça marche de manière de plus en plus efficace. Je veux bien reconnaître que certains systèmes patriotes ou certains de nos systèmes à nous Européens ont pu abattre depuis que ça dure des missiles russes, hein, ou surtout des Shahid, mais à la fin, l'infrastructure est par terre. Et la production, parce qu'on parle de tout ce qui concerne les chemins de fer, mais la production aussi des rares usines d'armement qui restent encore, et notamment celles qui produisent des drones pour l'Ukraine, eh bien, elles sont à l'arrêt à cause de ça. Voilà. Et parallèlement à ça, il y a un élément dont personne ne parle, et bon, on nous pose beaucoup de questions sur veille stratégique avec ça, c'est la résistance pro-russe en Ukraine. Et on voit de plus en plus de gens, de cadavres de gens qui se sont pris un peu comme l'attaque qui avait été menée, la première attaque dans Paris en 41 pour abattre un officier de la Kriegsmarine, hein, avec le colonel Fabien. Eh bien, on voit de plus en plus des officiers ukrainiens qui se font abattre dans la rue et notamment dans le secteur d'Odessa, où on sait que la résistance pro-russe est vraiment très active, notamment pour désigner et confirmer les désignations de cibles sur les entrepôts du port, mais pas que. Et là, on commence à voir des gens qui sont liquidés littéralement. Hein. Alors ça aussi, ça devrait inquiéter tout le monde, mais bon, en Occident, on nous dit qu'on va gagner, et on nous dit qu'on va gagner parce qu'on va envoyer nos hommes, et même on va envoyer des mercenaires. Alors là, ça c'est merveilleux. C'était la grande invention du début de semaine sur LCI. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut penser de ces rodomontades, entre autres françaises? Ah bah moi, ce que je sais, c'est que dans le droit français, le mercenariat est interdit par la loi, déjà, premièrement. Ça commence bien. Déjà, ça commence bien. Alors, quand je vois se poiler les Trinquants et autres généraux d'opérette sur les plateaux qui disent « de toute façon, c'est des gens sérieux, c'est des anciens camarades à moi ». Ah bon? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ah oui, mais c'est des sociétés de sécurité, de défense, de conseil. Hein. On avait encore quand même un certain statut qu'on assumait quand on envoyait Bob Denard faire certaines choses pour le compte de la République. Là, on n'a même plus le panache de l'annoncer et de le reconnaître clairement. Alors, on prend des mots, on les détourne, hein, c'est la novlangue d'Orwell. Alors, en fait, les types qu'on envoie vraiment en tant que mercenaires, ils sont sous drapeau de compagnies de sociétés militaires privées britanniques ou belges, parce que eux, c'est possible dans leur droit, mais je pense qu'on est capable de faire une nouvelle loi rapidement, là, avec le Parlement de petits boxeurs qu'on a vu hier, là, qui est capable de nous faire des scènes dignes de ce qu'on voyait autrefois en Italie. Ils peuvent nous faire une loi où ils vont autoriser des compagnies militaires privées à envoyer du monde en Ukraine, hein, ça les dérangera pas. Et tout ça, on nous dit, c'est pour tenir des infrastructures stratégiques pour que, si le front s'effondrait, je croyais que l'armée russe, c'était des branques. Il ne peut pas s'effondrer, le front, mes amis. Enfin, je ne comprends plus rien. Moi, à la fin, je me dis, c'est pas vrai. Les mecs, ils me disent pendant 2 ans, les Russes, les lave-linges, 90 missiles avant-hier. Ah, le lave-linge, dis donc. Les Orechnik. Allez, hop, relave-linge. Mais Madame van der Leyen, elle avait dit que c'était fini. Ah bah non, c'est pas fini. Et puis Poutine, il a dit, des Orechnik, on en a encore en stock, ça arrive. Bon, et donc là, les gars nous disent… à Kiev. Et ils voudraient frapper à Kiev peut-être des centres de commandement.
Voilà, et là on nous dit ah ben non, mais le risque c'est que le front s'effondre et donc il faudrait tenir fermement Dniepro, Kiev, Zaporozhye, etc., Odessa pour éviter que ça tombe entre les mains des Russes. Bon, alors là dans votre narratif comme d'habitude on n'y comprend plus rien. Et moi je pense que c'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour contourner les parlements, puisqu'on sait bien que les parlements seront contre. Je rappelle que M. Starmer est en train de se prendre une pétition monumentale qui exige des élections anticipées, qui a recueilli près de 2 millions de signatures, pour exiger, comme le permet le droit britannique, de mettre des élections en place, tellement il est désavoué malgré sa victoire de juin Il ou y a peu, juillet il y dernier. a peu. Ouais. Voilà, il y a très peu. Donc, les types se disent, si on passe devant les députés, les représentations nationales, on est mort, c'est KO, on n'aura pas ça. Dire qu'on a le droit de faire des sociétés militaires privées, c'est une chose, mais autoriser l'envoi de nos bonhommes directement, ça passera pas. Donc, on va recourir à ça. Alors moi, je croyais que les SMP, c'était pas bien parce que c'était Wagner. Mais non, là, encore une fois, c'est le camp du bien. On a le droit. N'oublions Ils pas. vont être, ça va être du Wagner, mais moral. Voilà. Voilà. Alors n'oublions pas que la dernière grande société militaire privée occidentale dont nous avons malheureusement entendu parler ces 20 dernières années s'appelle Blackwater et qu'elle est condamnée, enfin certains de ses membres ont été condamnés pour des crimes de guerre odieux en Irak contre les populations civiles. Populations civiles qui d'ailleurs, après en avoir attrapé un ou deux, se sont elles-mêmes vengées et ont fait la justice. On en avait retrouvé un ou deux qui étaient plus très bien dans le bon sens, qui étaient accrochés à des ponts à l'entrée de Bagdad, si ma mémoire est bonne, parce qu'ils avaient commis des choses immondes contre les populations irakiennes. Donc voilà, mais encore une fois, c'était les gens du camp du bien. N'oublions pas la phrase de George Bush, où vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Donc Blackwater, c'est bien, ils étaient avec nous, ils violaient, ils tuaient, ils pillaient, mais c'était le camp du bien. Voilà, Wagner, c'est le mal. Et donc là, on ne sait pas dans quelle catégorie morale on ferait rentrer ces mercenaires-là pour aller là-bas, faire de la sécurisation. On nous parle de techniciens, de chirurgiens, etc., pour apporter un soutien à l'Ukraine. Bon, on va voir comment tout ça s'articule, mais en tout cas, ça me fait bien rire jaune parce que, encore une fois, c'est le deux poids, deux mesures qui ne gêne plus la classe politique française dans son ensemble. Rire jaune, Sylvain Ferrat, vous avouez, les affreux petits bonshommes jaunes, c'est eux, c'est à cause d'eux qu'on est obligé d'escalader aujourd'hui. Où en sommes-nous de ces affreux Nord-Coréens, justement? Mais je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Alors ça, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler, c'est que tout ça, tout ce narratif est justifié par la présence des Nord-Coréens qu'on n'a pas vus. Personne ne les a vus. J'attends toujours là les gens qui étaient venus nous titiller un peu sur les plateformes de veille stratégique en disant il y en a un qui a été tué, il y en a un qui a été capturé, nani, nani. J'attends toujours les images, je les ai toujours pas vues depuis 15 jours qu'on est venu nous faire ces remarques-là. Personne ne les a vus, personne ne sait où ils sont, et on a bien compris que c'était du niveau des couveuses à Kuwait City pendant la première guerre du Golfe. On est dans ce niveau-là. C'est du même niveau que faudrait faire des montages où là, c'est Blinken qui tient un petit Nord-Coréen à l'ONU comme Colin Powell avec son anthrax, etc. Voilà, les armes de destruction massive, non, il n'y en a pas. Et les Nord-Coréens, il n'y en a pas non plus. Et les bébés dans les couveuses à Kuwait City, et il n'y en a pas non plus. Et puis, puisqu'on parlait de nos camarades roumains, à Timișoara, il n'y a pas de charnier non plus. Voilà. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Et alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Roumanie, c'est un verrou de l'OTAN sur le front vers la Russie, parce qu'il y a effectivement les effectifs de l'armée française qui sont déployés là, et puis les Américains ont une brigade de cette prestigieuse division aéroportée qui est stationnée là-bas en permanence depuis 2022. Les Screaming Eagles, ils sont présents là-haut. Et il faut jamais oublier que nos soldats qui sont là-bas, mes camarades des éditions Caractère, pour lesquels j'écris beaucoup sur l'histoire militaire, avaient publié une enquête faite sur place par un de nos camarades
d'autres médias s'en étaient fait l'écho. Les types sont dans des conditions où dormir, c'est sur des paillasses, la nourriture est infecte. Enfin voilà, hein, il ne faut pas oublier que nos soldats qui sont en garnison là-bas sont dans des conditions d'une précarité indigne. Hein. Mais après, quand on veut déployer de la puissance, il y a peut-être autre chose à faire que de balancer des grands discours et des grandes déclarations comme l'ont fait nos dirigeants politiques depuis 2 ans. Il faudrait peut-être se soucier de la réalité sur le terrain. L'aspect financier aussi, non seulement ils prennent l'argent, ils le volent, ils le donnent aux Ukrainiens pour qu'ils achètent des armes américaines. C'était plus de 40 milliards d'intérêts vont être volés, hein, il n'y a pas d'autre mot, aux avoirs, des avoirs qui sont gelés en Europe, en particulier plus qu'aux États-Unis, de la Banque centrale russe, et donc qui vont être versés à l'Ukraine, entre autres pour des missiles, paraît-il, des missiles anti-aériens, enfin des systèmes de missiles anti-aériens dont le nom, rappelle-moi, c'est Astray. Ah non, c'est les SCAD, enfin, ce qu'on appelle les THAAD au niveau de… Aster, voilà, les Aster. Ah, les Aster 15, ah oui, Aster 15 ou et Aster 30, je crois, qui ne sont pas encore d'ailleurs totalement… Tiens, d'ailleurs, une question… Nos missiles, ah c'est beau, c'est beau. N'oublions pas, avant ta question, que dans le problème roumain aujourd'hui, il y a aussi le problème de l'achat des F-35 que la Roumanie a déclaré vouloir acheter. Hein, c'est-à-dire que là encore, le sentiment national pan-européen, comme ça, hein, c'est-à-dire, vous repasserez, c'est pour un autre jour. C'est-à-dire que nous sommes les pays contributeurs, France, Allemagne, les plus importants dans le budget de l'Union européenne, qui reversent à la Roumanie, enfin à tous les anciens pays du pacte de Varsovie et du bloc de l'Est, qui ont des économies qui sont bien évidemment complètement incomparablement plus faibles que la nôtre. Et donc, avec cet argent de nos impôts, les Roumains s'apprêtent, comme leurs camarades polonais et autres, à acheter Dassault. Ah non, non, à acheter des F-35 aux États-Unis à coût de milliards de dollars, hein, avec l'aide de Madame von der Leyen. Donc, n'oublions pas aussi dans le jeu politique et cette remise en cause du résultat du premier tour de la présidentielle en Roumanie, qu'il y a ce gros marché-là qui doit, si le gars est élu, va peut-être être remis en cause. Hein. C'est-à-dire qu'il va peut-être dire, pour la Roumanie, il n'y a peut-être pas besoin de payer autant de millions d'euros ou de milliards d'euros pour acheter des F-35. Il n'y a pas besoin de se doter de ça. Il y a peut-être une économie à redresser d'abord. Et ça ne doit pas du tout plaire aux gens qui sont derrière l'administration Biden actuelle. Oui, ce que je disais sur ce qui est en train de se passer, les sanctions aussi sur le plan financier, puisque la banque de Gazprom a été ciblée par les Américains, ce qui, semble-t-il, fait partie du dernier train de sanctions de Biden, puisque donc il continue évidemment les sanctions à aggraver encore la situation, au lieu de vraiment dans la tradition américaine qui est qu'on est censé préparer la venue du nouveau président, mais là pas du tout. On lui savonne la planche par tous les moyens possibles et imaginables, rendre impossible les négociations, continuer la guerre à tout prix. Et donc il y a ces sanctions financières aussi qui, semble-t-il, posent problème, puisque cette banque Gazprom, évidemment, elle a des ramifications dans pas mal de pays. Et il se passe, semble-t-il, dans nombre de ces pays, selon mes informations, la même chose que ce qu'on avait vu suite à la banque Ambrosiano lorsqu'il avait fallu faire s'en aller le malheureux Benoît XVI pour lui faire se succéder, lui succéder, on sait qui, François. Eh bien, il y avait déjà eu ce problème, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous sanctionne, il n'y a plus de possibilité de transfert financier et vos cartes de crédit sont avalées. Et là, actuellement, c'est ce qui arrive sur l'ensemble du réseau de la banque Gazprom, ce qu'il en restait sur le réseau occidental. Ça pose des problèmes. Hein. Il continue vraiment à taper financièrement les intérêts russes. Ah oui, c'est une guerre sur tous les fronts possibles hein, qui est menée. Maintenant, dans le côté bouffonnerie de tout ça, on a appris en début de semaine une information qui, moi, par rapport à tous ceux qui étaient venus me casser les oreilles avec ça, on se souvient qu'en juin dernier, il y a eu une grosse bagarre au sein du Congrès américain pour voter une énorme enveloppe d'aide à l'Ukraine
Trump n'était pas d'accord. Il a fallu que ça négocie sec avec le speaker de la Chambre des représentants qui avale un petit peu son chapeau pour faire passer quand même le vote, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Eh bien que l'argent qui a été voté, alors je ne sais plus à combien de milliards de dollars ça se chiffrait, eh bien que le temps de le dépenser ne sera pas, sera au-delà du 20 janvier prochain. C'est-à-dire que le Trésor américain va se retrouver avec une partie de ces sommes monumentales encore en caisse et que bien évidemment, le 20 janvier, il y a quelqu'un qui va lui dire cet argent-là, il ne repart pas, il reste là. Donc tous les gens qui avaient dit regardez, c'est la bascule, les États-Unis reviennent à l'aide de l'Ukraine. Alors déjà à l'époque, sur cette enveloppe, on avait expliqué sur Veille Stratégique qu'il n'y en avait que 20% qui étaient dédiés à l'achat de nouvelles armes, de munitions et compagnie, que tout le reste, c'était pour payer le budget de l'État ukrainien, ses fonctionnaires, réparer les infrastructures et compagnie. Donc certainement pas pour un reboostage complet de l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, on apprend que ces fonds n'ont pas été tous utilisés et qu'ils ne le seront pas le 20 janvier et donc ils ne partiront pas en Ukraine. Donc les gens qui se gargarisaient sur les plateaux ou qui ricanaient sur nos réseaux pour nous dire « vous avez vu, ils ont quand même voté ce truc-là ». Oui, ils l'ont voté, mais son efficacité, une fois encore, elle est loin du compte par rapport à ce que pouvaient espérer les Ukrainiens. On rappellera aussi qu'une partie des aides, nous le savons très bien, depuis le début de la guerre, et pour celle-là comme pour les autres, sont détournées au profit de toutes les mafias qui ont pullulé en Ukraine depuis avant même la guerre. Et pas seulement les mafias ukrainiennes. J'en profite avant que tu puisses donner tes mots de conclusion, Sylvain. L'émission de ce soir de plateau à 19h que j'animerai avec François Martin, Laurent Arthur Duplessis et Fine Andrine, justement sur une des causes de la continuation de cette guerre contre toute rationalité, puisque l'Occident sait cette guerre perdue. Pourquoi la continuer? Bien peut-être parce qu'il y a entre autres un grand lessivage. C'est ce que le général Flynn semblait vouloir dire. Là où normalement les ventes d'armes, c'est 20% qui partent en rétrocommission, là on serait à plus de 50%, jusqu'à 60 ou 80% d'argent qui s'envole dans la nature. Mais vous inquiétez pas, c'est pas perdu pour tout le monde. Donc c'est à 19h. C'est une des causes du pourquoi on continue une guerre perdue d'avance, parce qu'il faut se tailler sur la bête, prendre pendant qu'il est encore temps. Et samedi, dernière information, et après je te rends la parole, Sylvain, samedi à 19h, j'animerai cette fois-ci un monde réel sur la chaîne principale Géopolitique profonde avec l'essayiste, haut fonctionnaire Roland Hureau sur son dernier livre, Le grand déclassement, la politique étrangère de la France depuis 2017 aux éditions de Paris. Ah oui, oui, très très bon, très très bon. Voilà les éléments. Sylvain, je te laisse conclure. Ce que je peux dire dans le sens de ce que tu vas évoquer ce soir sur cette émission, c'est que je ne vais pas faire le prophète, mais quand même, préparons-nous, comme pour la guerre en ex-Yougoslavie, à revoir une partie de ces arsenaux reversés dans nos banlieues, dans nos mafias locales, avec encore plus de célérité que ça n'a été le cas avec l'ex-Yougoslavie, vu l'état de délitement de notre pays. Plus l'État régalien recule, plus ce genre de choses va apparaître. Là, ce matin, je voyais sur les réseaux une opération anti-drogue de la police espagnole qui a retrouvé des drones qui étaient venus d'Ukraine et qui servaient à passer de la drogue entre le Maroc et Ceuta et Melilla, tu vois. Donc, on a vu les Américains nous dire, la DEA notamment, que des armes qui avaient été identifiées avec les numéros de série comme étant parties des États-Unis vers l'Ukraine, pourquoi c'est les Mexicains des cartels qui les ont? Comment ils sont Alors, est-ce qu'ils ont été jusqu'en Ukraine ou est-ce que le bateau est parti de San Diego et a tout de suite été au Mexique ou est-ce qu'il a quand même été en Ukraine, qu'il est revenu? Et on sait aussi qu'en Afrique, on a des ponts aériens qui viennent d'Ukraine et qui amènent en Afrique et notamment au Soudan pour entretenir la guerre civile une partie des armes qui sont officiellement destinées à l'Ukraine. Donc voilà, c'est un problème majeur et tu as entièrement raison, c'est fait pour recycler. Et là, c'est très intéressant parce qu'aux États-Unis, c'est fait pour vider les arsenaux, comme on a cessé de l'évoquer ici,
pour relancer le complexe militaro-industriel, parce que je rappelle, hein, le char M1 Abrams américain, il a mon âge quasiment, il a 50 balais, hein, le truc en termes de conception. Donc, c'est-à-dire qu'il y a autant d'années qui séparent le M1 Abrams de moi qu'il y en avait du M1 Abrams au Sherman. C'est-à-dire que il faut, là on est au bout du 2e cycle de 50 ans, il faut ouvrir un 3e cycle avec un nouveau char. Et c'est pareil pour tous les armements majeurs de l'armée de terre américaine. Donc là, on a tout vidé. Et donc, en employant ces systèmes de rétrocommission et tout ça, de bac chiche, légaux, pas légaux, on s'en est mis plein les poches. Et on va faire retourner le complexe militaro-industriel américain pour les armes de demain, des 50 prochaines années, dans tous les domaines, sauf peut-être l'aérien et la marine parce que c'est un peu plus compliqué, mais pour l'armée de terre, on est à plein dans ce truc-là. Ah ben. Voilà. Parfait. Bah écoute, formidable. Tu as un mot de conclusion par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui? Ce que je dis déjà depuis la semaine dernière et que je ne cesse de répéter, c'est à chaque information, boire frais, hein, pour éviter de laisser monter la température, parce que une fois encore, tout ce à quoi nous assistons doit d'abord être vu, je dis bien d'abord, pas uniquement, sous le prisme de ce problème interne aux États-Unis de la passation de pouvoir. Tout découle de là. Et ensuite, vous pouvez zoomer sur tel ou tel conflit. Et je vous invite donc à suivre, grâce à ce qu'on fait sur Veille Stratégique, ce qui se passe en Syrie, parce qu'on est les seuls à en parler. Moi, j'ai regardé les confrères, pour le moment, personne n'en parle. De continuer à nous suivre, bien sûr, sur l'Ukraine. Et puis là, on va essayer de se pencher sur ce qui se passe au Pakistan avec un peu plus d'intérêt encore, parce que voilà, première puissance musulmane dotée de la bombe nucléaire qui est en pleine déstabilisation par des éléments qui refusent que le peuple pakistanais soit gouverné par les gouvernants qu'il a choisis lui-même. Hein, donc, et avec une répression, qui est vraiment abjecte. Voilà. Très bien, suivez Veille Stratégique, abonnez-vous bien évidemment, et nous avons un partenariat privilégié et bientôt aussi probablement des articles dans la revue de géopolitique profonde de Sylvain Ferreira, qui est devenu... Ça y est, ils veulent me faire travailler, mon Dieu. toujours un peu plus. Et justement, à partir de la semaine prochaine, nouvelle formule sur la revue de presse, dès 7 h le matin, auquel nous inclurons tous les jours avec Raphaël, bien quelqu'un qui sera un permanent et qui reviendra. Et on compte entre autres sur Sylvain Ferreira pour nous accompagner, même tôt le matin. Exploiteur. Alors, ils veulent me faire écrire et lever tôt le matin. Mon Dieu. Ça. Mais bon, je pense que ce sera pour le bien de tous et surtout pour le bien de ceux qui nous suivent et qui ont besoin de tes informations, de la qualité de ton expertise. En effet, comme tu le dis, ce qui se passe à Alep aujourd'hui, je pense qu'on est un des premiers dans les médias alternatifs, probablement le premier, à en parler avec toi, évidemment, sur Veille Stratégique. Ah oui. Là, moi, j'ai été très surpris parce que c'est quand même un élément qui est très, très fort et dont on pouvait se dire, voilà, les gens peuvent quand même regarder là-bas ce qui se passe parce que on n'a pas oublié ce qu'a été le siège d'Alep pendant la guerre civile syrienne. Hein. C'était pas un épisode magnifique. Hein. La reconstitution de l'hydre djihadiste, alors qu'on nous avait promis que grâce à Benjamin Netanyahou, il travaillait pour nous, Benjamin Netanyahou, il travaillait pour qu'il n'y ait plus d'attentats, plus de Bataclan. On voit se reconstituer au détour de cette nouvelle crise du Proche-Orient les ferments des attentats de demain, dont on sait bien que ceux qui les téléguident sont toujours dans l'ombre. Malheureusement. On rappelle que sur le Bataclan, les Syriens, le régime d'Assad, avait prévenu. Ce n'est pas Netanyahou, ce n'est pas Israël qui avait prévenu. C'était les Syriens, soi-disant nos pires ennemis, que Hollande s'apprêtait à bombarder, on le rappelle. C'est sûr que vu ce qu'a subi le peuple syrien à cause de ces gens-là, il avait eu l'honnêteté de nous dire attention parce que ça va vous tomber sur le coin du nez. Et on sait que ça a été entendu, ce qui est terrifiant, ça a été entendu par nos professionnels du renseignement. Parce que là, il faut être très clair, il ne faut pas pointer du doigt les officiers de la DGSE, les hommes de terrain, etc. Hein. Le problème, c'est nos politiques.
Hein, là, faut vraiment être clair. Hein, c'est la chaîne politique qui a complètement passé ça à côté. Et en premier lieu, un certain ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, je crois. C'est ça, Manuel Valls. Manuel Valls. Celui qui est parti en Espagne après ses succès en France. Attention, en Catalogne, si on dit l'Espagne, on est des fascistes. Attention, il est parti en Catalogne. Merci beaucoup Sylvain. Merci de ta participation ce matin à notre matinale qui continue maintenant avec le général Dominique de Lavarde. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.